autre arme qu'on a découvert, alors là je me tourne vers vous, vice-amiral Michel Olagaray, c'est un espèce de porte-avions alors hybride, on nous dit un porte-avions amphibie, avec une catapulte, on va le découvrir, une catapulte magnétique, électromagnétique, le voilà, 260 mètres de long quand même, inauguré en fanfare. Commentez-nous un peu ces images de nouvelles armes, de nouveaux porte-avions. Alors je suis un peu sceptique et surpris par le qualificatif d'amphibie, parce qu'un porte-avions amphibie c'est quand même un peu bizarre. Amphibie c'est qui peut être utilisé à l'assaut contre la terre, donc aller accoster le rivage. Donc ça paraît assez délirant, donc j'aimerais avoir des précisions sur la traduction de ce Regardez, terme. même la bouteille de champagne est automatique. Bien sûr. Alors c'est le troisième porte-avions. C'est le troisième porte-avions du type avec simplement mais à propulsion classique semble-t-il, propulsion électrique, mais catapultes électromagnétiques. C'est-à-dire que ce sont les catapultes utilisées maintenant dans la marine américaine et qui seront en place en principe sur le porte-avions nouvelle génération qui prendra la relève du Charles de Gaulle. C'est le quatrième porte-avions, c'est-à-dire le futur porte-avions chinois, qui lui sera à propulsion nucléaire. C'est-à-dire que pour l'instant, les 3 porte-avions actuellement presque en service, celui-là ne l'est pas encore, et Dieu sait s'ils connaissent tous des retards à la mise en service, ne sont pas de très grande, ont pas une disponibilité extraordinaire, parce que ce sont des porte-avions à propulsion classique. Il faut les recharger en combustible, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Ils vont pas faire le tour du monde avec simplement leur carburant. Et ils ont juste besoin d'aller à Taïwan. Oui, on ne sait pas. La marine chinoise a, comme vous l'avez souligné, des prétentions mondiales dans tous les domaines. Ouais. Il n'est pas étonnant, si vous voulez, que ce soit dans tous les domaines que l'on voit apparaître des démonstrateurs. Parce que ce sont des démonstrateurs. Et comme l'a souligné le général, ça prend un temps fou à être mis au point. Surtout, l'avion en particulier qui n'a pas de dérive ni rien. Bon, très bien, à quoi peut-il servir? On pense que des missiles ICBM feront beaucoup mieux le travail. Si c'est un simple bombardier, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, pour le porte-avions, nous sommes dans une série de porte-avions qui leur permet de monter en puissance. Les Russes ont eu beaucoup de mal. D'ailleurs, le dernier porte-avions, ils en ont vendu en Inde. Le dernier porte-avions connaît des retards considérables, connaît des incendies. C'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Il faut mettre sur pied également un avion d'aéronautique navale, donc spécialement conçu, avec des structures renforcées, des capacités de catapultage, des capacités de freinage. Ils font la démonstration, les Chinois, qu'ils ont décidé d'être au rendez-vous, alors peut-être en 2049. Ils le seront. Ils le seront parce que la recherche chinoise est d'une très très grande qualité et on les voit progresser d'une façon extraordinaire, ce qui n'est peut-être pas sans peut-être inquiéter même la Russie plus tard. Et de toute façon, ce sont des forces de déploiement, donc pour aller à l'extérieur, hein, on est d'accord là aussi. C'est d'imposition de puissance. Il est certain que c'est pas pour rester simplement dans la mer de Chine, ça. Parce que attaquer Taïwan, oui, mais ils peuvent presque le faire depuis la Terre. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment l'instrument de puissance et c'est politique. C'est un instrument extraordinaire. C'est aussi de la propagande. C'est une sorte de politique du grand Satan, vous vous souvenez, ou de l'Orechnik, c'est-à-dire qu'on brandit ces marionnettes tragiques et on s'installe dans l'espace public et politique. Mais pour le coup, effectivement, ce que ça illustre aussi, c'est que, comme ça a été dit un petit peu sur les avions, pour le coup, le premier porte-avions chinois, c'était un porte-avions soviétique, en fait, même ukrainien, enfin, qui n'était pas complètement fini, qui était avec une rampe incurvée, etc. Donc on était vraiment sur quelque chose de relativement ancien qui tenait pas vraiment la route. Et donc effectivement, on voit quand même les progrès en 30 ans de ce qu'a été capable de faire la marine chinoise, qui désormais se projette. Ils ont une base à Djibouti, donc il y a une volonté effectivement d'expansion sur les mers, c'est très clair, de protéger les routes de la soie maritime, et donc effectivement, ça en participe de ça. Ils sont probablement pas encore au niveau des Américains, je pense qu'ils en sont même loin, mais il faut pas non plus sous-estimer leur capacité à apprendre et alors les Américains, je crois que c'est 11 porte-avions alors après, ils ont nucléaires. Si je ne me trompe pas, ils sont aussi, les Américains ont
changement de génération de porte-avions, je crois, me semble-t-il, mais ça prend du temps aussi. Donc voilà. Ils en sont quand même à 11. Oui, tout à fait. Oui. Classique et électromagnétique, en tout cas pour pulsion nucléaire, ce qui leur donne une dimension. D'abord, mais ils ont besoin d'avoir plusieurs flottes. Vous savez, Panama est un goulet d'étranglement. Pourquoi Trump balance-t-il cette idée sur Panama? Parce que il y a non seulement de récupérer le canal de Panama. Voilà, oui. Bon, il leur faut une flotte dans le Pacifique, il leur faut une flotte dans l'Atlantique, il leur faut une flotte en océan Indien et en Asie, un peu en Méditerranée aussi, et en océan Indien. Ça fait beaucoup. Donc les 11 porte-avions, à la limite... Et ils passent le canal de Panama, c'est porte-avions géants? Pas certains du tout. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs flottes qui sont basées à la fois à l'est et à l'ouest des États-Unis. Bon. Je pense même qu'ils ne passent pas. Mais en tout cas, là, c'est aussi de la propagande. Oui, d'accord. Bien sûr que c'est l'affichage. Bien sûr. Bien sûr que c'est de la propagande. L'affichage coûteux quand même, parce que ça coûte des fortunes, ce genre de matériel. Mais à voir, parce que c'est vraiment en développement. Là, pour l'instant, c'est un bateau coquenu. On ne sait pas du tout les systèmes qu'il va y avoir. C'est une étape. Seront déployés. C'est une étape, oui, c'est ça. Mais ils ne l'auraient pas fait. Ils l'ont fait. Oui. En plus, un porte-avions, ça doit être accompagné de toute une flotte autour. Oui, mais alors là, ils développent leur flotte à une allure absolument considérable. Ils doivent construire à peu près l'équivalent de la flotte française chaque année, si vous voulez. Ah oui. Ah oui, non. Il faut dire que nous ne sommes pas très hauts non plus. Hein. Ouais. On a 10 millions de kilomètres carrés à surveiller, mais nous avons moins d'une vingtaine de frégates. C'est à peu près comme l'aviation. Le niveau normal fixé minimum, c'était de 400 avions, et nous en sommes à combien? 185, 200, en général. Exactement. Donc nous sommes réduits, mais vraiment, à l'os. À l'os. Alors l'armée de terre, n'en parlons pas non plus. Hein. Non, vous avez vu qu'on a une petite dette de 3300 milliards. Nous, de notre côté. Bon. Le tout est savoir. Ceci explique peut-être cela. L'armée ne demande pas d'argent. C'est la nation qui veut se défendre. C'est la nation qui veut être riche, défendre sa richesse ou être une proie. C'est un choix. Ce n'est pas les militaires qui le font. Ce sont les politiques qui le font. Comme nous l'avons souligné souvent ici sur ce plateau, les décisions ultima ratio sont toujours politiques. Mais vous dites que la menace, elle ne fait qu'empirer. Elle croît considérablement, mais enfin la Russie elle est à nos portes. Donc il serait peut-être temps de se réveiller. Alors l'Ukraine aura été d'ailleurs, une occasion tragique, mais extraordinaire de nous permettre de réfléchir. Parce que pendant que se déroule cette guerre en Ukraine, pour laquelle on voit des développements d'armes nouvelles dont nous parlons depuis quelques instants, ça donne peut-être à l'Europe et à l'OTAN la capacité, pas simplement mais d'arrêter de réfléchir. De se développer, de se projeter, de se développer, de consacrer non pas les pauvres 2,5% qu'on attend, 2% de PIB à la défense, mais peut-être 2,5 ou 3 qui seraient absolument indispensables. La Pologne, qui est immédiatement face à la Russie, est à 4, ne serait-ce que ça. Mais tout cela est politique et n'est pas militaire. Les militaires ne demandent pas d'argent. Ils demandent simplement qu'on leur donne les moyens d'atteindre des objectifs qui sont fixés politiquement. Mais sans compter aussi que cette guerre en Ukraine a démontré qu'avec des technologies presque grand public, on peut aller très loin, et que les immenses programmes à coups de milliards sur des vingtaines d'années, vous avez raison de souligner, faut peut-être les repenser. Absolument. Les technologies qu'on appelait duales, c'était des technologies qui initialement voyaient le jour dans les armées et dans les recherches de défense. On l'a beaucoup vu aux États-Unis, où il y a un DARPA qui est un organisme extraordinaire que nous copions maintenant avec l'initiative de défense. Et il faut un argent, mais considérable pour développer tout ça. Non, mais est-ce qu'on ne fait pas fausse route en faisant des immenses programmes? Mais il faut les deux. Je pense que vous avez totalement raison. C'est-à-dire que ça remet en question beaucoup de choses, en fait. Quand on voit vous prenez un drone, vous mettez une grenade dessus. Absolument. Et bon, voilà. Ça fait des dégâts considérables. Dégâts considérables, et on l'a vu avec la flotte russe en mer Noire, qui a quasiment disparu de la mer Noire grâce aux drones marins. Et puis le combat d'infanterie, on va voir peut-être quelques images. Le combat d'infanterie, il est complètement remis en cause avec l'utilisation des drones. 70, je crois que c'était sur le plateau, on disait ça. 70% des pertes sur le théâtre ukrainien sont dues à des drones. Ouais. C'est énorme. Et ça, aucune école de guerre ne l'avait prévu? Absolument.
C'était pas prévu, mais même d'ailleurs, ni les Russes ni les Ukrainiens ne l'avaient prévu. Ça a été au fil de l'eau, notamment c'est ce qu'ils développent intensément, d'ailleurs. Et ça, par contre, c'est un vrai sujet sur lequel, en France, d'ailleurs, on met beaucoup d'énergie là-dessus, à la fois en défense, mais également, ce qu'on fait peut-être un peu moins en attaque, il faut qu'on dispose des mêmes... Sur les drones civils qui ont créé les drones militaires. C'est curieusement, vous voyez, cette dualité... Venant de la défense initialement, la recherche est venue du civil, d'où cette initiative française, mais qui suit le DARPA, de mettre en œuvre tout ce que les startups peuvent inventer, mais ça ne remplacera quand même pas le niveau de la masse. La masse, par exemple, l'armée de terre, elle doit occuper le terrain. Il faut des hommes. Nous, avec nos 70 000 hommes, on fait rien du tout. Avec 285 avions, est-ce qu'on protège l'espace français suffisamment? Ça, mon général, vous me le direz. En tout cas, je peux vous dire qu'avec moins de 20 frégates, on ne surveille pas efficacement 10 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. C'est dit. Alors, vous parliez... très loin.